Empreinte, une émission conçue et présentée par Abdelkrim Tazarout, réalisée par Kamel Oularbi, chaque vendredi de 10h à 11h sur Alger Chaîne 3. Amis auditeurs, bonjour, vous êtes avec Empreinte, votre émission hebdomadaire consacrée aux livres. Elle est conçue et animée par Abdelkrim Tazarout, réalisée par Kamel Oularbi. Amis auditeurs, nous recevons aujourd'hui pour les besoins de notre émission Fouzia Belaïd. Fouzia Belaïd, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité aussi. Et merci d'avoir, de venir d'aussi loin, d'aussi près, je ne sais pas pour vous, mais vous êtes venu de la Kabylie, exactement de Béjaïa, votre ville natale. Tout à fait. Tout à fait. Alors, vous êtes biologiste de formation. Exact. Vous avez bifurqué vers la littérature. Et vous avez enseigné la science. Oui. Donc c'est un univers assez riche, quoique le parcours ne semble pas évident, quoi. Quand on commence par la biologie, on a fait des études supérieures en biologie, et qu'on atterrisse, qu'on bifurque vers la littérature. Alors, comment vous expliquez tout cela ? Bon, c'est vrai que j'ai un profil scientifique. Je suis biologiste et précisément je suis microbiologiste. J'aime beaucoup tout ce qui est micro-organismes. C'est pour ça que j'ai choisi cette spécialité. Mais l'amour que je porte à la littérature est ancré en moi. Donc, j'ai toujours aimé la littérature. C'est une passion, voilà, depuis mon jeune âge. Donc, voilà. Très bien. Donc, vous n'êtes pas la seule à venir d'un autre univers, j'allais dire. Par exemple, il y a notre Par Djaoud qui vient aussi, qui est des mathématiques, Arsqi Metref, Najib Stambouli. Je peux citer un nombre de nos écrivains qui sont donc... qui ont fait des études supérieures comme Rachid Oulufsir, qui est docteur en économie, mais qui ont la passion, le virus du verbe, de la littérature, et qui ont donc épousé la carrière de journaliste et d'écrivain. Et vous avez donc bifurqué vers la littérature, et vous avez fait de l'enseignement votre métier, pour ne pas dire votre gagne-pain. Voilà. Et l'enseignement, c'est enrichissant, c'est... en ce qui me concerne, l'univers. En ce qui me concerne, quand même, je dirais que c'est assez enrichissant parce que là, quand on est en face des élèves de tout âge, pour ainsi dire, bon, moi j'enseigne des élèves de 10 jusqu'à 18 ans. J'ai même des éléments en classe qui ont 18 ans. Et là, je me retrouve en face de plusieurs catégories de personnes. C'est des gens, chacun avec ses particularités. Quand on est en face d'une trentaine, allez, ouais. Voilà, on est en face de plusieurs... Pas homogène, hétérogène. C'est hétérogène. C'est-à-dire, on a plusieurs cas, chacun ses particularités, chacun ses conditions de vie, chacun... je sais pas, voilà, ces conditions. Donc là, on apprend, ça nous inspire. Personnellement, ça m'inspire. Hein. Franchement, à force de me rapprocher de ces gens-là, j'apprends des choses et puis ça me donne aussi des idées, de l'inspiration, et des sujets aussi, hein, parce qu'on peut aussi... C'est ça. Il y a des thèmes qui se développent. Au fur et à mesure. En chaque élève, vous voyez un des personnages de votre projet. Oui. Bien, vous avez commencé, vous avez dit avoir la passion de l'écrit, de la littérature très jeune. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails ? À quel âge vous avez commencé réellement à lire ? À aimer le livre ? Le livre depuis que j'étais au primaire, hein. Voilà. Et... par la suite... Et cette passion est venue de la maman, du papa ? C'est du papa que... Donc, j'ai eu la chance, c'est-à-dire de vivre dans une maison où il y a une bibliothèque.
Donc, je sais C'est pas, un univers c'est un différent. univers qui plein. Mon père avait aimé beaucoup la lecture, donc on en avait plein de livres. Et quand je voyais tout ce décor, même si j'étais jeune, très jeune, je ne lisais pas encore, mais quand je voyais une bibliothèque pleine de livres, pour moi, c'était comme des bijoux. Voilà. Donc, je trouvais ça fantastique, tout à fait. C'est le mot. Et le livre est une fenêtre. Ah, absolument. Le livre vous a ouvert un univers. Oui. C'est une lucarne vers le monde extérieur. Hein. Donc, à travers le livre, on voyage. Vraiment, on peut atteindre toutes les dimensions, pour ainsi dire. Très bien. Et quel est le premier livre qui vous a le plus marqué? Eh bien, le premier livre, hein, franchement, qui a changé le cours de ma vie. Franchement, c'est vrai que j'ai beaucoup lu, Mouloud Fer'aoun, franchement. J'ai beaucoup aimé, mais le livre qui m'a vraiment poussée à écrire, c'est le livre d'Henri Charrière, Banco. Je ne sais pas pourquoi ce livre. Et ça parle de quoi, hein, c'est quelqu'un qui s'est évadé de prison. Donc, j'ai aimé la réussite de son coup. Ça a donné naissance à un film. Hein. Absolument. Ça a été adapté à l'écran. Oui. Très beau film. Un très beau film. Donc, c'était le livre qui m'a vraiment. C'est l'évasion par excellence. Hein. Ah oui. Sans jeu de mots. Oui. Oui, c'est un livre écrit d'une manière très simple, mais. Vous avez parlé justement, parlant de simplicité, vous avez commencé par parler de Mouloud Fer'aoun. À mon avis, Mouloud Fer'aoun, c'est la simplicité, mais avec toute l'épaisseur qu'on peut donner parce que qui n'a pas été ému par le parcours de Fouroulou. Tout à fait. Qui n'a pas été ému par la petite sœur qui dit à chaque fois qu'elle se fait un peu le malmené par son frère, dit c'est mon frère, que Dieu le préserve. C'est magique, ça. C'est magique, et puis aussi ce qui m'a vraiment plu dans ce livre, surtout, c'est sa description des maisons kabyles, leur façon de vivre et tout. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a poussé à écrire mon premier ouvrage. Mais pas que. Ce qui est fort aussi en lui, sans que ce soit apparent ou directement lié, il parle de la nuit coloniale comme personne n'a jamais parlé. Oui. Quand il parle de la misère des Kabyles, excusez-moi, à côté, Albert Camus, c'est deux fois rien. Lui, quand il parle de la maison kabyle, quand il parle de ce moment où il dit « Nous avons mangé tout ce qui pousse sur nos terres ». Ça veut dire qu'il n'avait à côté, il n'y avait rien à manger. Absolument. Absolument rien à manger, ni rien à mettre. La fameuse gondoura qu'il fallait laver à chaque fois. C'est profond, c'est touchant, c'est simple. C'est émouvant. C'est émouvant. Voilà. Et après, dans le second livre, son second livre, si je ne me trompe pas, La terre et le sang, on va plus loin. On va plus loin dans cette description de l'immigré, dans ce mariage mixte, il en parle déjà, de l'immigré qui ramène sa française dans son village. C'est de la sociologie. Absolument, oui. C'est-à-dire, il va vraiment vers les profondeurs de notre société. Absolument. Bien, nous sommes, chers amis auditeurs, avec Fouzia Belhaid et c'est Empreinte. Vous commencez avec presque un essai, je le vois ainsi, Chant de mémoire kabyle. Est-ce que c'est un essai? Est-ce que c'est le fruit d'une recherche? Écoutez, moi je dirais pas que c'est un essai, c'est un récit écrit à la manière d'un roman. C'est un livre que je considère comme une polyphonie parce que j'ai essayé de mettre en exergue, un tant soit peu, les traditions kabyles à travers la vie d'un personnage qui est le petit Salah. Donc ce garçon-là qui a vécu dans les années 70-80, donc c'est une période où la vie des gens était nouvellement parfumée de liberté. Donc les gens étaient beaucoup plus plongés dans la construction de leur vie. Et Salah a eu la chance de vivre dans un milieu, déjà qu'il habitait Béjaïa ville,
Et il a vécu dans un milieu où tous les gens, pour ainsi dire presque, étaient attachés, étaient quelque part conservateurs dans le sens où ils étaient attachés à leur tradition. À la tradition, voilà. à la culture. Donc, et leur culture, exactement. Donc, il y a ce premier personnage. Il y a le deuxième personnage qui est aussi important que le premier, qui est Fatma Mehend, qui est une femme, vieille femme. Mais cette femme-là, elle avait quelque chose de particulier, de singulier. Elle avait le pouvoir de guérir les gens du mauvais œil, de chasser les mauvais esprits, les djinns et tout ce qui suit. Donc, à l'époque, ça existait beaucoup. Oui, absolument. Surtout que à l'époque, les gens avaient c'est-à-dire la réflexion des gens tournait autour de 2 points importants qui sont le centre de gravité de leur réflexion. Exactement. Donc, il expliquait les choses, il donnait sens à leur vie à travers ces 2 points qui sont et la religion et la croyance tout ce qui est surnaturel, etc. Ils expliquent pas mal de choses avec la spiritualité. La spiritualité, voilà. L'irrationnel parfois. Oui. Mais quelque peu le rationnel. Quelque peu, on va dire, oui. Parce que à cette époque-là, la notion de psychologie n'existait pratiquement pas. C'était quasi inexistant comme réflexion. Donc voilà. Et cette femme-là, disons que c'était pas répandu parce qu'il y avait quand même des études, des gens qui faisaient des études en psychologie. Oui, mais quand même les années 70, c'était pas absolument. C'était quand même timide. D'accord, on a cerné 2 personnages, l'enfant et cette vieille qui est en même temps la mémoire du patrimoine. Qui absolument. Bien, mais ça parle de quoi au juste? Oui, d'accord. Je vous explique. Donc cette vieille femme-là, elle pratiquait ces choses-là. À chaque fois que quelqu'un lui demande quelque chose, donc elle était toujours présente. Et lui, il assistait à ces pratiques de rituels ancestraux. Donc, il y a une espèce de transmission, si vous voulez, d'informations. Voilà. Donc, à travers ces 2 personnages, j'ai mis en exergue certains aspects des traditions kabyles. Et en plus de ça, cette femme-là, c'était, mis à part son pouvoir de guérir les gens, elle était poétesse, elle était aussi une matrone, donc elle avait une... On a l'impression qu'avant, elles étaient toutes conteuses, toutes poétesses, un peu chanteuses, beaucoup, je dirais. Oui, parce qu'à l'époque, c'est vrai que c'est une époque. C'est une époque où la littérature kabyle était une littérature orale, voilà, mais riche, très riche. Vraiment, il y a cette espèce de transmission qui est vraiment très fluide. Qui passait donc de génération. Ah oui. Il se transmettait de génération en génération. J'allais vous poser la question, parce que je garde ça de mon enfance. Quand on va le fameux tunnel qui ouvre vers la côte bougieuse. Oui, le Cap Carbon. Non, pas le Cap Carbon. Le tunnel, c'est Abdelkader, oui. Il y avait un rituel et les femmes descendaient pour celles qui ne sont pas mariées, etc. Donc elles mouillaient leurs pieds. Donc, ça figure dans votre livre ou pas? Non, dans mon livre, non. Mais il y a un truc comme ça de semblable. Hein. Il y a une histoire semblable à ça. Laquelle? C'est-à-dire là, il y a une région qui s'appelle, c'est à Touja. Une région, un endroit qui s'appelle spécialement à Tahramt. Donc la montagne à la montagne il y a un endroit qu'on appelle l'endroit des animaux, Amtiq Hiwan. Alors il y a une légende qui dit qu'un vieil homme qui s'appelait Sidi Yassine, il partait souvent, il aimait bien emprunter le sentier qui mène vers cet endroit-là parce que c'est un endroit paisible, il se reposait et tout. Et un beau jour, il monte et il trouve un gros rocher qui porte un petit rocher. Donc, quand il voit ça, c'est comme s'il imagine une femme qui porte son bébé. Et quand il a vu ce rocher-là, il était vraiment stupéfait. Il s'adosse. Et donc, il fait un somme. Voilà. En se réveillant, il trouve que c'est tard. Il retourne chez lui. La nuit, il rêve. Il prend sa canne et il tape plusieurs coups sur le rocher. Alors que quand il se réveille, il raconte le rêve à sa femme. Alors sa femme, elle lui dit, demain, tu retournes à cet endroit et tu refais la même chose. Et
Et le lendemain, c'est ce qu'il a fait. Il retourne, il prend sa canne et il tape plusieurs coups. Et là, c'est la surprise. Il y a de l'eau qui jaillit. Donc, on est dans le conte. Hein. Ben oui, c'est une légende. D'ailleurs, on l'appelle la légende de Sidi Yassine. Et donc, c'est devenu une source d'eau. Et à sa mort, on l'enterre dans le même endroit. On construit un mausolée à son effigie. Et les femmes, je reviens à ce que vous avez dit tout à l'heure, les femmes, elles prennent un bout de pain qu'elles trempent dans l'eau. Elles le mangent, les femmes surtout qui n'accouchent pas, les gens malades et tout. Paraît-il, ça donne de la baraka. Voilà. Et comme on est dans une ville... 99 ça, voilà. Donc on est toujours dans cette atmosphère-là. Exact. Alors, ce conte de mémoire kabyle qui a été édité en 2019 aux éditions La Pensée. Oui. Pas connu La Pensée, si? Si, quand même. Surtout dans la Kabylie, c'est une maison d'édition assez connue quand même. Ah, là. d'accord. Très bien. Donc, on encourage donc ceux qui veulent éditer d'avoir eu pensée ou de taper à la porte des éditions La Pensée, qui est dirigée par qui? C'est Mohamed Arkat. Très bien. C'est une bonne maison d'édition. Qu'on remercie des écrivains, tout simplement, pas uniquement les nouveaux ou les jeunes, mais tous les écrivains, parce que ce n'est pas évident d'éditer en Algérie, n'est-ce pas? Ah oui, je n'en disconviens pas. Alors, à ce sujet, qu'est-ce que vous avez à dire? Écoutez, c'est pas facile quand même de trouver un éditeur parce que parfois je sais pas, parfois il y a toujours des petits soucis, parfois le papier n'est pas bon, parfois la page de couverture n'est pas bonne, parfois ceci, parfois cela, donc il y a un tas de facteurs qui entrent en jeu. Très bien, on va pas s'attarder sur ça. Voilà, c'est entre autres. Mais on reste dans votre univers parce que la façon dont vous avez raconté ce petit conte, je vous regardais, vous étiez vous-même émerveillé par le conte que vous racontez. Donc, vous êtes dans une autre dimension quand vous racontez des contes. Oui. Et donc, c'est tout à fait naturellement que votre deuxième ouvrage s'appelle Contes merveilleux de Kabylie. Oui. C'est en quelle année, ça? Il est sorti en 2024. Hein. C'est toujours aux éditions. Toujours chez La Pensée. La Pensée. Alors, ce conte merveilleux de Kabylie, ou les contes merveilleux de Kabylie, il s'agit de quoi? C'est des contes, c'est des contes Est-ce que ce sont anciens. Des contes anciens. Vous avez récupéré. Tout à fait, auprès de. C'est pas des. Non, je les ai recueillis. Auprès de vieilles femmes. Il y avait deux ou trois femmes qui m'ont raconté. Vous avez voyagé pour ce faire dans les montagnes, dans les villages lointains Quelle a été votre méthodologie? C'est des femmes que je connais quand même. Donc je me suis déplacée chez elles m'ont raconté. Voilà, c'est simple. Et comment peut-on vérifier la véracité d'un conte? Un conte n'est jamais vrai. Oui. C'est déjà un conte. Voilà. Mais déjà la cohérence. Oui, mais écoutez, les contes, il faut dire que les contes, ils se ressemblent tous. C'est toujours presque les mêmes personnages qui reviennent. On a le méchant, le gentil, la victime. Et puis il faut dire que le conte est. Mais il y a la morale. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui chaque conte. Oui. A une morale. Tout à fait. Pourquoi le conte est merveilleux? Parce que justement, il transmet une moralité. Il y a une moralité à tirer à la fin du conte. Il y a un enseignement à apprendre. Donc, et en plus, le conte merveilleux, il est habité d'un bestiaire fantastique, d'où la représentation animalière est très importante. Et ça amuse le lecteur ou bien celui qui écoute, l'auditeur qui écoute le conte. Les enfants, surtout même les jeunes adultes aussi. Il y a beaucoup de jeunes adultes qui apprécient d'écouter le. Voilà. Moi, personnellement, j'aime bien, franchement. D'ailleurs, c'est ce qui m'a poussé à écrire ça. Et aussi, vous aimez bien quand c'est raconté par la grand-mère? Ça a plus de charme. Hein? Par la tante. Ah oui, ça a plus de charme. Et le conte, il exploite toujours le registre du fantastique. Hein? Du drame aussi. Du drame. Du dramatique et du fantastique. Mais surtout, c'est vrai, du fantastique. Du fantastique, donc voilà. Et le conte,
il est là non seulement pour divertir les gens, mais surtout il aide l'enfant à développer sa personnalité, à savoir, à dépasser et à transcender ses angoisses intérieures, puisque l'enfant, quand il écoute un conte ou bien quand il lit, il s'identifie au personnage, surtout le héros. Donc, il apprend des choses. Voilà. Il apprend comment se faire face à des situations. Même si c'est vrai qu'elles sont pas similaires, mais il apprend toujours. Voilà. Même si, par exemple, l'effet, il y a des effets qu'on remarque pas sur l'enfant, c'est-à-dire l'impact. Des fois, l'impact n'est pas immédiat, mais ça reste dans ses profondeurs jusqu'au jour. C'est ancré dans leur mémoire. Voilà, jusqu'au jour où la capacité de comprendre cela germe en lui. Elle germe jusqu'au jour où il atteint le stade où il peut s'accaparer de comprendre, de bien comprendre la moralité, exactement, saisir le sens du conte. Et ça, c'est très important. Bien, mais cette fascination du conte, elle vient peut-être ou surtout j'allais dire, du talent de conteur ou de conteuse de la grand-mère ou de la tante, des vieilles. Elles ont un talent, elles n'ont pas étudié ça, mais ça se transmet aussi. Il y a du talent. Il y a du talent, oui. C'est des vraies comédiennes. Exactement. Ce sont des artistes, pour ainsi dire. Ce sont des artistes. Oui, bien sûr. Parce que déjà même, vous savez... Il y a une mise en scène. Il y a une mise en scène, exactement. Elle prend le temps de présenter les personnages. Exactement. Oui, tout à fait. C'est vrai. Et puis bon, l'environnement aidant. Parce qu'il y a un rituel aussi. Il y a un rituel, il faudrait que ça soit par exemple à la tombée de la nuit, le calme absolu, avec des yeux figés autour de... Oui, absolument, oui. Et puis cette formule magique, Amesheho, voilà, exactement. Ouais. Et aussi, il faut dire que, c'est connu, hein, à l'époque, jadis, quand les sages se réunissent entre eux, avant de commencer, quand il y a un conflit, ou bien il y a un problème à discuter, ou bien il y a un sujet, voilà, on commence toujours, il y a des gens, ils commencent par raconter un conte. C'est comme introduire le conte avant d'exposer le sujet. Que vous n'êtes pas les seuls, mais... Voilà. Bien. Et alors, on est dans les contes... ce conte merveilleux, et il y a ce conte qui a traversé l'Algérie, nos frontières, c'est le conte de Ababeinouba. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce conte? Vous l'avez écouté, vous l'avez entendu? Oui. Je vous pose la question, pas comme ça, gratuitement, parce que vous êtes auteur de contes. Oui. Et Rachid Doulbsir m'a parlé de ce conte, comme il a fait aussi il a édité un recueil de contes. Il a développé, il a dit le conte chanté n'est pas complet. Voici l'histoire réelle de ce conte. Donc je ne sais pas quelle est votre lecture de ce conte de Ababeinouba. Non, c'est pas un sujet que vous avez... Je n'ai pas vraiment traité ce sujet, non. Mais ce qui est fabuleux déjà, quand on ne connaît pas, mais quand on écoute la chanson... Oui, je l'ai écouté, oui. Je me dis, on ne peut pas éviter d'être envahi par la nostalgie. Parce qu'en plus, le décor, c'est pas un décor enchanteur. Il neige, il fait froid, il n'y a rien à manger. On attend patiemment que la marmite nous serve quelque chose, quelque chose d'intéressant, que la mère ou la grand-mère le serve. Et pourtant, quand on l'écoute, on est émerveillé par ce conte. Oui. Peut-être parce qu'il y a sa part d'évasion, il y a sa part de fiction. Hein? Et du fantastique aussi. Et du fantastique. Bien. Amis auditeurs, nous sommes toujours avec vous, Zia Beled, et vous êtes avec Empreinte, votre émission hebdomadaire consacrée aux livres. Nous arrivons à votre roman, c'est Les Brumes des Destins. C'est édité toujours aux éditions La Pensée. Non. Ah, c'est L'Harmattan. Ah, c'est à l'Harmattan. Et c'est préfacé par notre ami écrivain Lounès Rezali qui en a fait une très belle préface. Donc, il ne dit que du bien. Alors, si je résume un peu, il dit que l'auteur veut faire triompher les vertus de la vie.
l'honneur, la dignité, l'amour, la morale. C'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est-à-dire ça, c'est le personnage. Bon, dans ce livre, il y a plusieurs personnages, mais surtout le personnage principal qui est un homme. Qui était d'abord enfant. Qui était d'abord enfant, Parce qui a que vécu la misère. Parce que l'histoire commence, le roman commence quand il était enfant. Exactement, dans les années Il s'appelle 1920. Voilà, c'était en 1900. Alors en 1922, il fugue de la maison. Il habitait. Mais c'est dans incroyable cette histoire. Il Oui, fugue à l'âge de 11 ans, 12 ans. à l'âge de 10 ans. 10 ans. Il a fait des kilomètres et des kilomètres pour arriver Alors à Alger. la raison de sa fugue, c'est important. Alors, parce que lui, il était maltraité par sa marâtre. Il avait perdu sa mère bien. très jeune. Donc, il a vécu la grande misère. Il ne trouvait même pas C'était quoi l'aîné, manger. c'était l'aîné. Non, c'était pas l'aîné, pardon. Non, c'était pas l'aîné. Non, il était le cadet. Le cadet. Voilà. Il a tellement souffert, tellement enduré. Donc, pour en parler à son père, il ne voulait pas. Parce que sinon, il ne voulait pas que sa belle-mère soit répudiée. Donc, il a préféré prendre la tangente. Alors, il s'est évadé à Alger. Et là, ça commence les périples. Bien que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Donc, il a vécu pendant une dizaine d'années à Alger. Il a appris à faire face aux chiens-dents de la vie, aux difficultés. Il a vraiment souffert, quoi. Et puis, à Alger, il s'est lancé dans le... Il a vécu de petits métiers, il gagnait plus ou moins sa vie. Exactement. Il a réussi quand même, à monter un petit commerce. Non, il n'a pas réussi à monter un petit commerce, non. C'est-à-dire pendant les 10 ans, il travaillait d'abord chez un particulier, dans un café. Dans un café, voilà. Oui. Et par la suite, il a quitté cet emploi et s'est lancé dans le commerce de friperie. C'est ça. Il a monté son petit commerce. Ouais, mais bon. C'était énorme à l'époque, c'était énorme. Il faut rappeler, on est en 1912. Non, c'était dans les années... 40. 30-40. Voilà. Avant. Non, lui, parce qu'adulte, on n'était pas encore en... Oui. Donc lui, il a fugué en 1922. Oui, mais monter sa petite affaire de friperie, c'est quand même incroyable. Oui, dans le contexte où il était, oui. C'est-à-dire... Alors... Pardon de vous arrêter, mais j'aimerais bien pour que nos auditeurs rentrent un peu dans l'histoire. Donc, il avait l'âge de 10 ans, il débarque à Alger, des petits boulots. Son père est resté sans nouvelles, sa famille est restée sans nouvelles. Peut-être que ça a fait la joie de la marâtre, mais bon, il a laissé quand même une famille dans cette soif de le revoir. Il n'avait que 10 ans, c'est quand même incroyable. Il n'avait que 10 ans, oui. Alors, je vais lire un petit extrait du début de vos romans pour donner un peu la teneur de votre roman, Les brumes du destin. L'école de la rue lui apprit à se forger une carapace. En lui, autant le reste de son innocence d'enfant. Elle fit croire en lui la résistance. Il enterra sa naïveté dans la tombe de son enfance. La rue fut son premier refuge, mais quel refuge! Un refuge plein de surprises, certes, mais rarement bonnes. Elle ne lui offrait ni fleurs, ni cadeaux. Arrivé à trouver un coin où sommeler était déjà une bataille gagnée parmi tant d'autres en attente. Un simple répit de quelques heures. C'est une vie... Pour moi, mon repère, c'est 10 ans. C'est une vie incroyable. Trouver un petit boulot, trouver à chaque fois une place où dormir, c'était pas évident. Loin de la famille, loin de l'affection de la mère. Il est orphelin de mère, du père, de la chaleur de la famille. Pour un enfant, c'est quand même, vous avez mis votre personnage dans des conditions terribles. Donc, je comprends un peu les brumes du dessin. C'est vraiment... Et c'est du vécu, hein? C'est une histoire vraie. Là, il faudrait que vous nous donniez plus d'explications. C'est une histoire vraie qu'on m'a racontée, voilà. De quelqu'un de votre entourage. Quelqu'un de mon entourage, oui, qui m'a raconté cette histoire. Et qui a exilé à l'âge de 10 ans. Ah oui, à l'âge de 10 ans. Donc il a vécu 10 ans à Alger.
Donc alors pendant ces 10 ans-là, il s'est forgé une carapace, oui. C'est-à-dire il fallait qu'il se protège. Donc voilà, surtout que... C'est l'école de la vie. C'est l'école de la vie, c'est l'école de la rue. Il n'a pas eu la chance d'aller à l'école, donc il a appris dans l'école de la rue. Donc il a appris... Comme disait le Hajj Mohamed Al-Anqa, qarrani al-jua' ou al-hfa. Voilà. Donc c'est ça. Alors pendant ces 10 ans-là, il a connu des moments très très difficiles. Il a été agressé plusieurs fois. D'ailleurs, il avait la chance... Mais après, il a été agressé plusieurs fois. Mais après, il a appris à se défendre et il est devenu le roi du rasoir. Du rasoir. Voilà, parce qu'il avait un rasoir coupe-chou. Ouais. Il se défendait avec. D'ailleurs, il a balafré pas mal de personnes. Tout le monde le craignait. Voilà, le craignait. Très bien, pour aller un peu vite, parce que le temps passe vite. Entre-temps, son père décède. Il décède de chagrin, on ne sait pas, mais il décède. Donc, 2 ans après. 2 ans après sa fugue, il décède. Oui. C'est 2 ans après. Et donc, le père avait demandé à son fils aîné d'aller retrouver son frère Saïd, de le ramener et de le marier. Oui. Tout ça fut réalisé parce que son frère aîné est parti à Alger le chercher et le hasard a voulu qu'il le rencontre enfin. Il réussit le miracle de le ramener. Donc après un premier refus, Saïd rentre chez lui, Bon, je résume. Oui, le miracle, en fait, il ne s'est pas réalisé grâce à son frère, parce que Saïd a promis à son frère Belkacem de revenir un jour au bled. Oui. Il y a eu 2 étapes. Il y a eu 2 étapes. Mais ce qui a changé le cours des choses, c'était quand, en revenant à la maison, il croise un mendiant, un homme assis sur le trottoir, et... Quand il l'a vu, il était frappé par la ressemblance. Il ressemblait à son père. Il était, c'est-à-dire, ça sautait aux yeux. Et donc, il lui tendait la main. Saïd, quand il a vu ce monsieur-là, il était vraiment choqué, émerveillé. Donc, il a mis la main dans la poche, il a sorti dessous, il lui donne, il lui met les sous dans le creux de sa main. Et l'autre, il le regarde toujours figé. Il avait les yeux figés sur lui. Et puis, il le remercie. Ensuite, il lui déclame un poème. Oui. Je l'ai noté, ce poème. Magnifique. Allez-y, il faut le lire, oui. La terre qui t'a vu naître t'appelle. Mon fils, suis ton cœur. Le crois-tu encore frêle? Tu ne seras jamais déçu, toi le frugal. Ouvre tes yeux, regarde le ciel. De ta terre, tu goûteras le miel. De tes vertus, tu penseras tes peines. De ses sèves, tu empliras tes veines. Mon fils, suis ton cœur, ton guide suprême. De tes origines, sois fier quand même. De ta tête, arrache les jours blêmes. Profites-en, avec amour sème. Tu récolteras fruits et même des graines que tu ressèmes. Mon fils, suis ton cœur, ton esprit bohème. De fleur en fleur, cherche du phloème. Alors, quand il a entendu ce poème, Saïd était... C'est la révélation. C'est la révélation. Donc, il se posait des questions. Ce monsieur-là, c'est un mendiant? C'est un médium? Comment il a su que j'ai envie de rentrer chez moi, de revoir mes proches? Il se posait des questions. Donc, il s'est retiré en silence. Il arrive à la maison, il revoit la même scène. Il réfléchit, il prend une décision de retourner chez lui. Très bien. Ce poème-là est de vous? Et de moi, oui. C'est pas du médium. Non, ça c'est mon imagination. Hein. Et il est beau. Merci. Moi, je trouve vraiment beau. Tu ne seras jamais déçu, toi le frugal. Ouvre tes yeux, regarde le ciel. De la terre, tu goûteras le miel. Et de ses vertus, tu penseras tes peines. Et de ses rêves, tu rempliras tes veines. Mon fils, suis ton cœur, ton guide suprême. C'est magique et ça apporte une grosse part de poésie à ce récit qui est quand même dur. Hein. Ce récit n'est dur parce que nous ne le sommes qu'à la première étape.
Tout à de fait. ce qu'a endure Saïd. C'est quand même incroyable. Donc, cette dose de poésie, c'est comme un ange qui vient se poser sur les épaules du frère de Saïd. Exact. Il rentre et ses ennuis ne se terminent pas. Oui. Ça commence, on va dire. Allez. Oui. Ça Donc déjà, la première étape se termine. Donc, parce que en fait, Saïd a connu 3 étapes d'ennui, de chien dent, très très difficiles. Donc la première étape, c'était son enfance. Il rentre à l'âge de 20 ans, il revient chez lui, et là, ça commence. Alors, mais la bonne nouvelle, il se marie. Il se marie, oui. Les ennuis commencent. Il a un enfant, c'est bien. Oui. Il en a même 3. 3, il en a 4. En fin de compte, il en a 4. Mais un jour, il tombe dans un guet-apens. Exact. Bon, en fait, Saïd a toujours été quelqu'un de juste. Voilà. Ouais. Et il a son frère aîné, qui est Mohand. Alors, son frère-là, il est un peu... C'est comme un fanfaron. Parfois, il aime aider les gens, il défend les gens, mais d'une manière un peu anarchique. Ouais. Et ça dérangeait les villageois. Alors, un jour, ils essayent c'est-à-dire, ils l'ont piégé. Ils voulaient le tuer. Bon, il est monté sur un arbre, un vignes, voilà, pour se cueillir. Non, pour cueillir des raisins. Et la nouvelle est partie en fumée rapidement. Alors, il y a les villageois qui entourent l'arbre pour le tuer. Donc, avec des perches, des bâtons, ils tapaient pour qu'il tombe sur le sol pour le tuer. Et là, la femme, elle entend le bruit de Mohand. Mohand, oui. Elle court. Elle suit le bruit. Elle trouve son mari sur l'arbre, sur la branche. Donc, elle retourne chez elle. Elle prend une carabine. Elle commence à tirer. Et Saïd, il voit sa belle-sœur. Donc, quand qu'est-ce qu'il arrive Saïd arrive, il voit l'arme et il commence à tirer. Et il tire sur un monsieur, le chef de la bande, qui est le Hachmi. Il le blesse au genou. Donc, il sauve son frère. Mais avec le temps, ce monsieur-là, le Hachmi, il lui tient rancune. Donc, avec le temps, il est menacé de mort. Il veut, si vous voulez, se venger des représailles. C'est la sociologie de la vie communautaire dans un village. Voilà. Donc, il était menacé de mort. Menacé de mort. Donc, il était obligé de fuir, de prendre la tangente encore une deuxième fois. Il est parti sur Alger, deuxième exil. Et puis, il s'exile en France, en passant par Alger. Bien, pour faire court, parce que le temps court, pour faire court, avant de quitter chez lui, ou à son retour d'exil de France, et il est quand même victime d'une tentative de sorcellerie. Oui. Il y a toujours l'histoire du village, de jalousie. Il est aussi objet de vengeance de celle qu'il aimait. Oui. De la cousine qu'il n'a pas épousée. Exactement. Mais lui, il a été vigilant. Oui. Il a été sauvé de justesse. De justesse, et puis il observait aussi la femme, la cousine, là, donc il savait, Pourquoi ces petits rebondissements-là, pourquoi tu les as introduits dans ta trame? Non, je les ai introduits parce que réellement, c'est ce qu'on m'a raconté. Je vous ai dit que le récit, que l'histoire en elle-même, il y a beaucoup de vrai. Je peux vous dire même 90% du livre, il y a une grosse part de vérité. Et on dit bien que parfois la réalité dépasse de loin la fiction. Absolument. La réalité dépasse la fiction. Alors, ce personnage, il est donc non seulement il connaît il a vu des murs, des verres, voilà. Il a un parcours incroyable, du roi de la lame. Et en France, il devient militant de la guerre de libération. Oui. Donc en France, il était chef de section des collecteurs de faim. C'est ça. Voilà. Donc il faisait ça pendant des années. Il était convaincu de la cause algérienne. Il se fait emprisonner, il se fait arrêter. Il se fait arrêter et il était aidé par des Français, des communistes. C'est ça ce qu'on aime dans la brume du dessin. C'est ce qu'on aime, c'est que vous racontez
Il y a un pan de l'histoire de l'Algérie. Oui, il y a un pan de l'histoire, Il y a un tout à pan de fait. l'histoire de l'Algérie, parce que ça se termine quand même bien. Ça se termine par cet engagement à la guerre de libération. Ça se termine par l'évolution de l'enfant, de son fils aîné, Son fils, oui, Ali, qui se fait appeler après Bernard. qui se fait Bernard. Et nous avons aussi toute la psychologie de ce père qui n'a pas étudié, donc qui voulait à tout prix que son fils réussisse dans ce domaine, là où lui n'a pas eu la chance, etc. Et il lui achète un dictionnaire, il lui Un dit lis. dictionnaire et lit Lis. du début jusqu'à la fin, il faut lire, etc. Raconte-nous un peu cette suite que vous donnez à votre fiction, à votre réalité, parce que la suite, moi j'ai trouvé magnifique que son fils prenne le relais. Oui, alors, comme il avait pour ainsi dire, on va dire un complexe, ce besoin de voir viscéral, de voir sa progéniture emprunter un chemin différent que du sien. Donc, il lui achète un dictionnaire, il se met en face de lui, il lui dit lis. Alors, il arrache son fils, alors que son fils était plongé dans les jeux et tout. Alors, il se met en face de lui, il lit mot par mot, chaque mot avec son explication. Jusqu'à la fin, ça a duré quelques jours. Et il était vraiment... Donc, à cheval sur la à cheval. Alors, quand il voyait... Alors, son fils, il tournait les pages rapidement. Oui. Il faisait ça pour convaincre son père de l'intérêt de son fils pour la lecture. Pour le dictionnaire. Exactement. Et puis, il tournait les pages très vite parce qu'il s'ennuyait. Ceci dit, le choix du dictionnaire... C'est pas innocent, c'est pas un hasard, parce que le dictionnaire est vraiment l'outil des autodidactes. Oui. L'autodidacte commence par apprendre le dictionnaire. Donc vous avez fait un choix opportun. Non, mais même non, cette histoire du dictionnaire, elle est vraie. Elle est vraie, je vous dis. C'est vrai. C'est pour ça que cette histoire m'a tellement impressionné, m'a tellement plu au point de l'écrire. De toutes les manières, amis auditeurs, Fouzia Bled, je peux vous rassurer, vous la racontez bien. Merci. Votre récit tient la route, c'est beau, c'est imagé, et on lit votre roman avec plaisir et d'une traite, c'est vraiment, il y a une richesse dans votre vocabulaire, il est très peu descriptif, mais quand même, il y a des rebondissements dans cette histoire, même si elle est vraie à 1000%, nous avons eu vraiment plaisir à vous lire. Bien, vous m'avez parlé de vos projets, il y en a 2, vous êtes à cheval sur 2 ou 3 projets, vous m'avez parlé d'un projet de science-fiction, de fantastique plutôt. Allez, on va parler de fantastique. Il vous intéresse ce genre, le fantastique? Oui, j'aime bien. Ça vous rattache un peu du conte. Oui, tout à fait. Vous n'êtes pas oui. oui. Trop D'ailleurs, je compte écrire un autre livre sur des contes. Voilà. Le fantastique, c'est quelque chose qui, je sais pas, ça me divertit. Donc, voilà. Donc Vous voulez à votre tour divertir. Voilà, j'aime bien. Voilà, je suis sur un projet comme ça. Et vous m'avez parlé aussi d'un projet de roman, ou alors carrément roman. Un projet que vous avez bien entamé, c'est sur la vengeance. La jalousie ou la vengeance, je ne me rappelle Trahison. plus. Ah, je suis à côté, non, pas loin, pas très à côté. C'est le milieu, vous avez écrit moitié-moitié. La trahison, voilà. Alors dites-nous quelque chose sur ce projet. Écoutez, il est au stade embryonnaire. Disons une petite idée de cette histoire de trahison. Est-ce qu'il s'agit d'un couple? Non. La trahison, c'est-à-dire d'un père par rapport à sa fille. Ah, c'est nouveau ça. C'est-à-dire... Logiquement, un père ne trahit jamais sa fille. Oui, mais il y a des cas... c'est-à-dire, pour vous dire, moi je démarre toujours d'une histoire vraie. Ça, c'est une histoire vraie. Bien. Donc, à partir de cette histoire-là, je développe. Comme dit Malek Haddad, les fictions, les romans des gens, ils parlent à 80% de ce qu'ils ont vécu, ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Les gens ont vécu, oui. Voilà, donc la part de la fiction dans les romans, elle est vraiment infime, mince. Oui. Alors, racontez-nous un peu cette histoire de trahison. Sans dévoiler, sans dévoiler. C'est-à-dire là, la fille a mis une grande confiance en son père.
Et avec le temps, elle découvre que son père n'a pas été digne de cette confiance. Voilà. C'est-à-dire, elle a perdu son fils à cause de son père, pour ainsi dire. Elle a perdu son fils Oui, à cause de son père. oui. Bon, le suspense. Le suspense, voilà, on le laisse ça. On le laisse. Bon, on vous invitera pour le jour où il sortira. Il sera dans les librairies. Nous approchons la fin de notre émission, chère Fouzia Belaïd. Et d'habitude, l'émission, on a l'habitude de terminer avec un questionnaire. Vous êtes mer ou montagne? Je dirais mer. Le plat préféré? Couscous. Le fruit? Banane. Banane. Bien. Alors, on passe aux auteurs. Quels sont les auteurs algériens que vous aimez? 2 ou 3? J'aime bien Yasmina Khadra. J'aime bien Mouloud Mamri. Étranger. J'aime bien Marc Lévy. J'adore. Marc Lévy. J'adore. Et Paulo Coelho. ouais. J'aime bien Dostoïevski. Je lis beaucoup Ah, Dostoïevski. magnifique. Ouais, Oui. c'est énorme Dostoïevski. Ah oui, j'adore. Bien, quel est le livre que vous pouvez lire plusieurs fois? Plusieurs fois. Ouais. Celui Que de. vous avez déjà lu plusieurs fois? J'ai lu 3 fois j'aime bien le dernier été de la raison de Tahar Djaoud. Je sais pas ce livre. Lequel? Le dernier été de la raison. Le dernier été de la raison. Je ne connais pas celui-là. C'est un livre de Tahar Djaoud. Posthume? Édité à titre posthume? Je me rappelle pas. Hein. Ça fait longtemps que je l'ai lu. Voilà, et comme j'oublie, alors voilà. Bien. Alors, quelle est la chanson que vous pouvez écouter en boucle? La chanson, j'aime bien la chanson d'Idir. Hein. Laquelle? La pluie. Pourquoi cette pluie? J'aime bien. Vous aimez la version française ou au kabyle? Les deux. Votre chanteur préféré? Algérien, bien sûr. Algérien. Mon chanteur préféré, c'est Idir. Étranger? Étranger, il y en a Un seul. Oui, bien sûr. On est dans le 1. J'aime bien Francis Cabrel. Pour sa poésie, pour sa poésie, musique, sa mélodie. Poésie. Bien, quel est le mot que vous aimez? Le mot que j'aime? Oui. Paix. Le mot que vous détestez? La haine. Le dicton ou le proverbe que vous aimez? Il y en a tellement. En kabyle, je vais vous dire en kabyle. Oui. Qui veut dire? Ce que tu sèmes, tu vas- récoltes. Voilà. Ouais, tu récoltes ce que tu sèmes. Tu récoltes ce que tu sèmes, voilà. L'expression, le dicton que vous n'aimez pas? Non, Toujours en arabe ou en kabyle? Non, il n'y a pas de Il n'y a pas de dicton que je n'aime dicton? pas. Non, Ah bon, non, vous non. les aimez tous les Non, dictons? non, parce que je trouve chaque dicton a sa valeur. Chaque dicton a sa valeur, c'est sûr. Oui, mais vous donc, avez certainement un dicton que vous n'aimez pas. Non. L'arabe, J'aime L'arabe, la non? ghalb. C'est la passivité. Ah oui, c'est la ghalb, oui, c'est vrai que ça, c'est... On oui. reste passif, on dit l'arabe. Ah oui. Quelqu'un qui fait des conneries des- en l'autoroute, il fait slalom, et Ça, quand c'est il y a un vrai, accident, c'est il dit vrai. l'arabe, non. Oui, là, Il oui, ça, j'aime pas, c'est vrai. Ah, d'accord. Alors, vos 3 passions, pour terminer. Ma passion, il y a l'écriture, le sport et la musique. J'aime bien écouter la musique. Très bien, Fouzia, merci beaucoup C'est moi qui vous remercie. d'avoir été notre invité, d'avoir aux répondu à auditeurs. nos questions. Amis auditeurs, je vous dis à vendredi prochain. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous rappelle que l'émission Empreinte sera diffusée le dimanche de 22h à 23h. Je vous dis au revoir et bon week-end. Merci. Merci à vous.